Donc, je suis Hamza Saki, je travaille donc, là, avec Orchid sur la thématique de l'impasse et l'errance diagnostique. Donc, on s'est associé avec Sandra et l'AERG pour essayer de développer cette thématique. Comme vous le savez sûrement, en fait, elle s'inscrit dans le cadre du plan national maladie rare 3 qui a été mis en 2018. Je ne vais pas vous refaire tout le topo sur les maladies rares, mais on voit bien que ça représente jusqu'à 3 millions de Français et qui pose deux grandes problématiques. C'est les délais avant d'obtenir un diagnostic, ça c'est au mieux, et puis parfois l'absence de diagnostic. Et donc plusieurs axes ont été émis au cours de ce plan maladies rares. Le premier, c'est la réduction de l'errance et l'impasse diagnostique. Notamment, on a vu le déploiement de Bamara et de la BNDMR. Et puis, ils mettent aussi l'axe sur le lien entre associations de malades, de patients, leurs proches et les filières pour ensemble essayer d'améliorer la prise en charge et la politique qu'on va avoir des maladies rares. Un point juste sur les définitions qui peuvent sembler évidentes, mais je reviendrai là-dessus, notamment sur l'errance, qui me semble quand même important à chaque fois d'assister quand on discute entre nous. Donc ça, c'est les définitions présentes sur le plan national maladie rare 3. Donc l'errance, ça va de l'apparition des premiers symptômes selon ce plan jusqu'à la date à laquelle on pose un diagnostic. Et puis l'impasse diagnostique, c'est l'impossibilité de poser, c'est le fait de ne pas trouver un diagnostic avec l'ensemble des connaissances qu'on a à notre disposition. Bon, l'impasse, ça va. C'est plutôt l'errance où je veux juste soulever, parce que lors d'une réunion, j'avais été à la DGES où j'avais vu que plusieurs médecins n'étaient pas d'accord sur cette définition. Et donc, on voit bien qu'en fait, l'errance, ça peut aller du premier symptôme jusqu'à la pose du diagnostic. Et on a en fait trois situations. En fait. Donc, on a le premier symptôme, la consultation avec le médecin traitant ou le généraliste qui va l'adresser à un néphrologue, voire après un centre de référence, et puis la démarche diagnostique du néphrologue jusqu'à la pose du diagnostic. Et c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle d'errance, parce que finalement, vous voyez bien qu'en fonction de là où ça pêche, ce n'est pas les mêmes problèmes. Ici, on va peut-être rentrer dans un moyen de diagnostic plus de maladies rares. Ici, ça va être plutôt l'articulation entre finalement les centres de référence et la médecine de ville, ou la sensibilisation du patient à la maladie rénale chronique tout simplement, qui va même au-delà de la problématique de maladie rare. Et donc voilà, c'était juste un premier point sur la définition de l'errance qui me semble important, surtout quand on parle entre nous. Et par ailleurs, juste petit aparté, donc voilà, il y a aussi, je pense, en fonction des spécialités, pas les mêmes notions d'errance. Et donc ça, faites attention. Donc, qu'est-ce que l'objectif là qu'on s'est fixé avec la RG Orchid, c'est déjà, comme disait Denis, c'est peut-être de faire un constat sur l'errance et l'impasse diagnostique avant de pouvoir proposer des solutions. C'est un peu de voir c'est quoi les problématiques. Donc, on veut essayer d'avoir un aperçu de l'errance et de l'impasse diagnostique avec un aspect avec l'ARG, c'est de voir du patient, le vécu du patient. Et puis, nous, avec Orchid, on a essayé différents registres nationaux, Rhin et la BNDMR, après, essayer d'avoir un peu des données plus objectives. Donc ça, c'est les outils que j'ai dit, donc surtout les données de registre, et puis collaborer avec l'ARG pour avoir un maximum d'informations du côté du patient. Donc voilà pour l'introduction. Sandra, tu es là, ouais, pour parler. Oui, je suis là. Merci, merci Hamza. Moi, je voudrais simplement rapidement rappeler ce qu'est l'AIRG France d'abord, avant d'attaquer le sujet. L'AIRG France, donc Association pour l'information sur les maladies rénales génétiques et la recherche, pardon, une association qui est. Je prends le contrôle là pour. C'est moi qui fais ça. Voilà. Pour changer de slide. C'est bon, je peux passer si tu veux. Oui, voilà. Donc, le AIRG France, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une association qui a 32 ans maintenant, qui est aidée par un conseil scientifique qui est présidé aujourd'hui par Jérôme Arambat, une association qui est composée uniquement et exclusivement de bénévoles qui s'occupent de leur propre maladie, mais aussi de celle des autres. Donc voilà, une association que vous connaissez, j'espère tous maintenant, et qui a à cœur de s'occuper des maladies rénales génétiques, mais pas que. Et je reviens maintenant sur qui a pour objectif donc d'informer ses patients, et je reviendrai sur le sujet tout à l'heure, une association qui aide les patients dans leur souffrance, en leur proposant un lieu d'écoute, une association qui soutient leur recherche. Cette année, nous avons quand même offert une enveloppe de 135 000 € pour la recherche, et bien sûr l'association qui promeut le don d'organes.
J'ai perdu, voilà. Et je reviens maintenant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est dans ce cadre-là que, bien évidemment, l'AIRG a répondu favorablement à l'appel d'Orchid pour ce problème de l'errance et de l'impasse diagnostique, et vous allez voir qu'il y a quand même un problème important. Donc, et c'est dans le, comment dire, c'est bien évidemment un objectif de l'association d'améliorer cette errance qui est pas neutre, on va le voir dans la diapo suivante. Alors pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire assez succinct qui est une première étape avec ces 3 questions que vous avez sur votre écran. Considérez-vous que pour votre cas personnel ou celui de votre enfant, si vous êtes parent d'un enfant malade, il y a eu un certain degré d'errance diagnostique? Deuxième question, considérez-vous que pour votre cas personnel ou celui de votre enfant, si vous êtes parent d'un enfant malade, vous êtes dans une situation d'impasse diagnostique? Donc on voit bien la différence entre errance et impasse. Et troisième question, seriez-vous d'accord pour que l'AIRG France et la filière Orchid puissent mieux connaître votre avis sur cette question? Et c'est parce que ce questionnaire donc, sera complété par un questionnaire plus tard. Oula, j'ai été un peu loin. Je suis perdu. Attends, tu peux reprendre la main, Hamza? Ouais, je reviens en arrière. Attends, 2 secondes. Voilà. Je reprends. Je laisse faire. Ouais. Non, avant encore. C'est bon. Hop. C'est bon? Attends. Non, j'en ai encore une avant. C'est bon. Ah, ouais, voilà, c'est quand même l'enquête qui est importante. Et celle d'avant même, pardon, parce que voilà, c'est là. Excusez-moi. Donc, je reviens sur nos moyens de communication. La première, c'était notre journée annuelle qui a eu lieu, comme vous, Orchid, ici, en virtuel, le 10 octobre, et au cours de laquelle nous avons pu distribuer ce questionnaire en direct. Nous avons quelques réponses, mais nous avons continué par notre infolettre mensuelle. Et d'ailleurs, nous avons fait une infolettre spécifique pour cette enquête, que vous voyez sur l'image de gauche, là, sur l'image à gauche. Et ce questionnaire sera également diffusé dans notre revue Néphrogène qui est sous presse, qui va sortir dans les jours qui arrivent. Et troisième étape, nous allons élaborer des affiches qui seront distribuées dans les hôpitaux de Montpellier et de Henri Mondor. Donc ce questionnaire, il a été dépouillé et interprété. Diapo suivante, voilà. Donc à ce jour, nous avons eu 121 retours, une moyenne d'âge de 46 ans, et on peut dire que sur cette diapositive, quand même, presque la moitié des personnes interrogées ont été ou sont encore en errance diagnostique. Alors on est un peu moins, comme le disait Hamza tout à l'heure, en impasse diagnostique. Moi, je mettrai un petit bémol sur cette diapo, parce que nous sommes quand même une association de patients de maladies rénales génétiques, donc a priori, il y a déjà un diagnostic, quoique il y a quand même pas mal de maladies rénales génétiques qui n'ont pas encore de nom. On peut espérer maintenant avec l'exome, un jour peut-être on aura un peu moins d'impasse diagnostique. Enfin, en tout cas, il y a un gros souci et on est très content, nous à l'AIRG, de pouvoir participer à améliorer cette errance diagnostique. Donc voilà, je voulais dire en conclusion, parce que je vais être rapide, puisque ce n'est pas l'objet, qu'on n'a pas encore tous les retours de cette enquête, puisque je vous ai dit tout à l'heure que cela va apparaître dans notre revue Néphrogène. Donc, on ose espérer que sur les 121 retours aujourd'hui, on peut en espérer un peu plus, comme disait Vincent Audard l'autre jour en réunion, on peut espérer en avoir plusieurs centaines. Mais ce résultat montre à quel point il faut identifier les facteurs favorisants et trouver des solutions. Voilà, donc merci de votre attention et puis continuez à travailler pour nous, patients. Je vois que nous sommes dans des fichiers, je ne veux pas être longue, mais je vais juste faire une petite remarque, parce que j'ai trouvé que ces fichiers sont très intéressants, mais j'ai bien compris que le mal qu'ont les médecins à les remplir, et j'espère surtout qu'ils vont pouvoir les utiliser. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Hamza qui reprend avec le fichier Bambara. Merci Sandra. Oui, et donc ouais, on essaie justement de les utiliser. Donc, je vais vous parler de données de registre, donc surtout de données reins. On s'est intéressé justement, l'exemple aux données issues de la BNDMR. Concernant l'errance diagnostique, finalement, bon, désolé, un seul mot, c'est que
enfin, peu de données, en fait, on n'a pas de données. Le but, ça serait d'utiliser justement la BNDMR avec d'avoir ce délai entre les symptômes et le diagnostic. Et on espère qu'avec le fait que Bamara continue à être déployé et optimisé au niveau des difficultés de remplir les données, j'entends par là, on pourra utiliser à terme l'entrepôt pour étudier cet aspect d'errance. Concernant l'impasse, donc on a deux registres, la BNDMR et le réseau Rhin. Et donc, le but, c'était de s'intéresser à ces registres, de faire un constat, d'avoir les caractéristiques un peu des patients en impasse. Et puis, on s'associe notamment au rôle, éventuellement, au statut socio-économique des patients. Et est-ce que ça peut être associé à l'impasse diagnostique? Donc, quelques mots sur les résultats qu'on a obtenus et de ce qu'on veut en faire après. Alors, concernant les données BNDMR, ça date on avait obtenu ces résultats il y a 1 an. Donc, comme vous voyez, voilà, on est un peu l'exemple. En fait, on a demandé à la BNDMR si on pouvait avoir un fond, comme expliquait Arnaud Sandrin, c'est qu'il y a 4 catégories de diagnostic. Le fait qu'on l'a, le diagnostic après, c'est en cours ou indéterminé. Et donc, on a pu avoir par centre et par région un peu le statut des patients. Et on voit que finalement, que ce soit adulte ou enfant, on a 6% des patients qui sont en diagnostic indéterminé, ou on pourrait dire peut-être en impasse, a priori. Quand on regarde la répartition en France, bon, c'est très hétérogène, mais malheureusement, avant de commencer à se poser la question de est-ce que c'est lié à, je ne sais pas, une cause environnementale ou je ne sais que sais-je du fait d'une hétérogénéité du territoire, ou peut-être juste au statut socio-économique, le problème, c'est le fait que la problématique liée à Bamara, c'est que le codage c'est pas rempli de manière homogène. En fait, il y a encore des problématiques de coûts, de moyens, c'est compliqué. Et donc, une fois que ce soit assez exhaustif dans tout le territoire français, on pourra vraiment, par exemple, sur la répartition, voir un peu la répartition des diagnostics indéterminés sur toute la France. Donc voilà pour la BNDMR, mais on espère utiliser ces données prochainement. On les avait déjà contactés là-dessus et de s'intéresser à l'impasse à travers l'entrepôt. Alors, voilà, les données Rhin, par contre. Donc les données Rhin, un réseau qui a déjà été utilisé à maintes reprises et connu. Et donc on a contacté Cécile Couchou et on a réussi à obtenir des informations, par exemple, de l'année 2017, des patients entrant en hémodialyse. Et on voit que sur 11 000 patients, 89%, soit à peu près 10 000, avaient un diagnostic et 11%, 1118, avaient été codés comme diagnostic inconnu. Je parle bien de codage parce qu'on a cette problématique de savoir si c'est aussi pareil, Rhin est confronté à ça, c'est l'hétérogénéité du codage. Et donc pour ça, par exemple, parmi ces 11%, ces 1100 patients, plus de 30% ont un autre diabète. Et donc là, on n'a pas l'antériorité du diabète. Donc est-ce que ça a été codé comme diagnostic inconnu, mais c'est une néphropathie diabétique, c'est compliqué à savoir. Du coup, juste arbitrairement, on les a exclus cette antécédent pour avoir une idée. Et on descend à 675 patients. Et donc, ça nous permet de se dire que finalement, l'impasse diagnostique des patients en hémodialyse, c'est entre 6 et 10%. Donc, c'est rassurant parce que c'est ce qu'on retrouve à peu près avec la BNDMR. Et quand on fait le sondage patient, on est un peu plus à plus de 14%. Mais on reste, on va dire, au vu des moyens, finalement des chiffres proches, en tout cas entre la BNDMR et Rhin. Ah oui, c'est ça, voilà. On a regardé avec les données Rhin des caractéristiques, donc on a pris tous les patients, diagnostic connu, diagnostic inconnu. On a aussi exclu la notion de diabète pour avoir juste une information, voir si on retrouve des différences similaires. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que ce n'est pas un scoop, mais qu'on voit qu'il y a finalement au moins deux types d'impasse. Parce que là, on parle de maladie rare, mais donc le premier type d'impasse, c'est un défaut de diagnostic positif. On voit que ceux qui arrivent en dialyse en urgence, c'est 30% des diagnostics inconnus, contre quand même 25%, je vous l'accorde, avec diagnostic, mais c'est quand même une proportion plus importante, qui se reflète aussi quand on exclut la notion de diabète. Ils arrivent avec un DFG à moins de 5 ml dans 15% des cas, contre seulement 10%. Et puis, en parallèle, on a croisé des données PMSI pour avoir le codage des patients. On a pris les codes soit de consultation néphrologique notamment, où on peut avoir aussi des consultations d'hospitalisation de maladies rénales. Et puis, on voit que 40% des patients ne découvrent finalement le néphrologue que la veille de la mise en dialyse, voire moins d'1 an avant. Et donc, vraiment, il y a ce premier type d'impasse, un défaut de diagnostic positif qui peut-être pose le problème de l'offre de soins, de la sensibilisation de la population à la maladie rénale chronique,
est-ce qu'il est adressé efficacement du médecin traitant et en tout cas à temps au néphrologue? Donc, ce sont des questions, voilà, c'est ce type de problème pour ce premier type d'impasse. Le deuxième type d'impasse, éventuellement, donc est-ce qu'il y a des maladies rares sous-jacentes? Et on voit qu'il y a une proportion un peu plus grande de patients de moins de 40 ans, donc 8% versus 6%. Alors là, ça augmente aussi quand on exclut le diabète, mais c'est normal, quand on exclut le diabète, forcément, on n'ajuste pas et donc on exclut des patients plus âgés. Mais en tout cas, on a quand même des patients de moins de 40 ans. On a 100 patients par an de moins de 40 ans qui arrivent en dialyse sans diagnostic, ce qui reste un problème. Est-ce qu'il y a une maladie rare sous-jacente? Peut-être. Bien sûr, il y a peut-être aussi un problème de diagnostic positif initial, évidemment, mais c'est une question qu'on se pose par ailleurs. Quand on regarde les codes PMSI, il y a 8% des patients qui ont un suivi depuis plus de 5 ans du néphrologue sans diagnostic posé, et ça monte à 20% si on prend un cut-off à 3 ans. Et donc, il y a cette problématique de la question de la maladie rare sous-jacente. Et donc, pour continuer sur ces deux types d'impasse, donc on a des patients jeunes, un suivi conséquent sans diagnostic, est-ce qu'il y a une maladie rare sous-jacente? Et donc le projet, qu'est-ce qu'on veut faire par la suite? Alors il y a deux aspects. Ce qu'on voudrait, c'est avec Rhin, retourner dans les dossiers de ces patients donc directement, donc ça va demander des autorisations auprès de la CNIL, des moyens, mais essayer de voir sur plusieurs années, prendre ces 100 patients par an, donc sur plusieurs années, et voir, comprendre leur parcours de soins, pourquoi on n'a pas pu leur poser de diagnostic, est-ce qu'il était possible d'en proposer un avec les moyens du jour? Donc la première étape, voilà, c'est déjà de retourner dans ces dossiers et de voir ce qu'on peut en faire. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais en fait, on a aussi, grâce au code PMSI, on n'a pas que les codes de néphrologie, en fait, on a sur plusieurs années, par exemple de rein, par exemple, si le patient arrive en dialyse en 2017, on peut remonter jusqu'à 10 ans avant avec ces codes de diagnostic, et la question peut se poser, par exemple, si on a un patient jeune qui rentre en maladie rénale stade 5 ou 4, il est codé comme ça en 2017 et qu'on voit 6 ans, 7 ans avant, je prends un exemple comme ça, il est codé plusieurs fois pour des gouttes, est-ce que finalement ce patient, diagnostic inconnu, ne peut pas avoir une proposition d'un diagnostic UMOD? Enfin, voilà, c'est un exemple. Et donc, on se pose la question d'utiliser l'outil PMSI comme dépistage de maladie rare. C'est assez ambitieux, honnêtement. Voilà, en tout cas, c'est retourner dans les patients jeunes, voir ceux qui ont des codes PMSI qui pourraient suggérer des symptômes associés à des maladies rares, mais en tout cas, retourner dans ces dossiers, suivre le parcours de soins et voir si on peut retrouver des patients qui ont une maladie rare sous-jacente. Concernant le premier type d'impasse, donc je vous ai dit que c'est plusieurs problématiques, accès aux soins, dépistage, sensibilisation de la population. Un des premiers éléments auxquels on s'intéresse, c'est le facteur socio-économique. Et pour ça, donc on s'associe avec Rhin et notamment avec Valérie Châtelet et Thierry Lobedes qui, eux, ont travaillé déjà là-dessus sur les indices de désavantage social. Ils ont fait plusieurs publications là-dessus. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est-à-dire qu'il y a des données par îlot, c'est-à-dire en fait l'IRIS c'est plus petit qu'une commune, ça regroupe un ensemble de populations. Et quand il y a eu un recensement, en fait c'était à l'échelle européenne initialement, on a pris plusieurs données, comme le fait d'avoir un logement surpeuplé, pas de chauffage, vous pensez bien, être au chômage, et ce sont des facteurs qui sont associés à avoir un désavantage social, c'est des indices écologiques. Et donc à partir de ce moment-là, et donc on a établi un quintile où entre moins 5 et moins 1, vous êtes dans le premier quintile, les 20% les plus aisés, entre guillemets, et le quintile 5, vous êtes les plus désavantagés. Et donc on a établi ces îlots, ces iris. Et donc, nous, à partir du géocodage des données reins de chaque patient qui est géocodé, on sait qu'il habite dans cette iris. Et donc, on peut savoir l'attribuer à un score, à un EDI. Et donc, quand on regarde l'EDI, donc ils nous ont donné, donc ce ne sont que des données préliminaires, on commence tout juste à travailler avec eux. Donc, ils ont les données sur l'année 2017 et 2018. Et on voit qu'il y a un gradient là dans le quintile, on voit que c'est seulement 12% dans le quintile 1, ça monte à 33%, quintile 5. Donc les patients, alors c'est juste observationnel, je mets tout de suite le bémol, c'est que probablement qu'avec un diagnostic connu, il y a aussi ce gradient qui se retrouve, après peut-être de moindre importance. En tout cas, on a quand même 33% des patients en hémodialyse avec diagnostic inconnu qui sont dans le 5e quintile. Le but, c'est évidemment de faire une étude comparative avec les patients de diagnostic connu et d'ajuster aux différents facteurs à notre disposition et de voir si l'EDI et donc le statut socio-économique peut être associé
à l'absence de diagnostic. Au final, donc, quand vous voyez finalement l'impasse et l'errance diagnostique, donc c'est plein de problèmes. Donc ça sort même parfois un petit peu du cadre de maladie rare, mais en même temps, avant de parler de maladie rare, quand on est en impasse, c'est compliqué, mais on ne peut pas non plus s'en défaire complètement. Donc on a essayé d'avoir une approche collaborative, essayer de cerner le maximum de problématiques, et finalement, ça s'articule avec 3 aspects. Un, impliquer le patient avec l'AIRG France, utiliser les données de registre, que ce soit rein, ou on espère aussi avancer avec la BNDMR. Si on peut reproduire des résultats qu'on observe avec des données rein, avec la BNDMR, ça donnera plus de force à nos résultats. Et puis évidemment, avec les registres, c'est la collaboration entre les différents centres, avec chacun ses compétences spécifiques. Par exemple, avec Valérie Châtelet, qui a travaillé sur l'EDI et qui accepte très gentiment de collaborer pour nous aider à avancer là-dessus. Et donc voilà, donc l'objectif, là, la suite, en résumé, donc avec la RGF France, c'est d'avoir ce côté vécu du patient. Et finalement, c'est à travers le questionnaire, essayer de caractériser l'impasse et l'errance diagnostique. Ça, on aura aussi le ressenti donc, du patient. On espère aussi, à travers cette campagne de déploiement d'affiches, avoir plus de recensement, mais aussi ça permettra de donner un lien des patients, qui fassent le questionnaire, et 2, finalement, peut-être de les sensibiliser, parce qu'ils auront accès au questionnaire, mais il sera sur le site alors, de l'AIRG, ou je crois que de l'AIRG ou d'Orchid, et puis derrière, avoir accès aux informations et de sensibiliser le patient lui-même à la problématique de maladie rare et d'impasse et d'errance diagnostique, et puis utiliser les données de registre, avec s'intéresser d'un côté à l'impasse, d'un défaut de problème finalement de diagnostic positif, avec le désavantage social comme rôle, et puis ces patients jeunes quand même, bon, 100 c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est quand même 100 patients par an de patients de moins de 40 ans qui arrivent sans diagnostic, et ce qu'ils peuvent relever d'une maladie rare, c'est de retourner dans leur dossier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Hamza, merci beaucoup. Merci à Sandra également donc, pour ce travail important qui commence. Alors, comment dire, qui commence et qui montre à mon avis plusieurs points. D'une part, c'est que c'est un problème qui est ressenti sur le plan qualitatif par les patients, puisque le sondage qui a été fait, que nous a montré Sandra, c'est un pourcentage quand même élevé de patients qui se sont sentis en errance diagnostique, même si peut-être ils ne le sont plus, en tout cas ils ont vécu cette errance diagnostique. Arrivé à l'IRG, peut-être que c'est moins le cas, mais en tout cas il y a ce point-là. Le deuxième point, c'est l'aspect quantitatif. Donc ça c'est tout à fait fondamental d'avoir le retour des patients, et j'espère que bien évidemment le rendu des questionnaires, c'est un secondaire sera très instructif, et surtout on pourra y apporter des réponses. Le deuxième point sur le plan quantitatif, la carte que Hamza, tu nous as montrée, démontre, s'il en était besoin, le fait qu'il y a une très grande hétérogénéité sur le territoire, puisque sur la carte où tu as pu obtenir les résultats de la BNDMR, il y a en foncé, c'était les départements qui renseignaient de façon comment dire, significative la BND-Bambara, et on l'avait estimé à peu près la moitié de la population française qui n'était pas couverte. Donc c'est vrai que les données de Bambara sont essentielles, mais insuffisamment remplies à ce jour. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être une question ou deux. C'est voilà, une question ou un commentaire. Ces taux d'errance et d'impasse diagnostique sont hallucinants, et on voit bien combien l'urgence est là, une réalité bien triste. Voilà, donc ça c'est un commentaire. Je ne sais pas si Sandra, vous voulez répondre à ce commentaire. Je ne sais pas si vous m'entendez, Sandra. Non, il y a peut-être un petit souci technique. Donc, Hamza, l'objectif suivant pour toi, c'est d'obtenir plus de données sur le plan quantitatif, ces comparaisons avec les données socio-économiques, ça c'est un point tout à fait important, et peut-être d'élargir au-delà de l'année 2017, si j'ai bien compris. Exactement, c'est de faire, parce que finalement c'est 1000 patients en 2017, c'est d'essayer de prendre une année plus large, de voir avec Valérie Châtelet, pardon, excusez-moi, je m'autorise en train
pour avoir les données, parce qu'eux aussi vont essayer de géocoder, parce que là, géocoder, c'est quand même un peu de travail. Ils ont l'année 2017 et début 2018. Ils vont essayer de coder jusqu'à, je crois, 2019. Donc, en fonction de ce qu'ils peuvent coder, on pourra peut-être avoir les données, finalement, de score de désavantage social sur 3 ans. Donc, ça peut être très intéressant sur cet aspect-là. Donc, voilà, c'est plusieurs. Et puis, il y a aussi l'aspect où on espère regarder les dossiers des patients. L'autre aspect, ce que je voulais dire, c'est aussi, là, on a présenté pas mal de données reins, c'est qu'on espère aussi, après, utiliser l'entrepôt de données BNDMR et de voir un peu un travail analogue, mais avec la BNDMR, de ce qu'on pourrait obtenir comme résultat, évidemment. Parce que là, on n'a que des patients qui rentrent en dialyse. La BNDMR, c'est finalement tous les patients suivant en néphrologie. Voilà, et donc, ça peut être intéressant, ça pourra donner d'autres éléments, et notamment sur le problème d'errance diagnostique, sur lequel, malheureusement, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Alors, il y a une question de Laurence Aidé qui s'interroge sur le fait que, étant donné les difficultés d'avoir de l'exhaustivité sur le territoire national, ce serait peut-être plus rentable de le faire en termes de renseignements sur un petit territoire. Qu'est-ce que tu en penses? Sur des territoires plus restreints avec une exhaustivité plus grande? Oui, ça pourrait être intéressant. Alors, pour ce qui est Reims, je pense que en termes de Reims, c'est national. Je pense que maintenant, il y a l'habitude. Donc, peut-être sur tout le territoire. Après, j'ai peut-être pas complètement de recul, mais je pense que ça reste assez diffus et c'est bon. C'est le problème Reims, ce que je disais, c'est plutôt l'hétérogénéité liée du codage. Mais donc voilà. Après, si on veut utiliser la BNDMR, oui. Après, on peut se poser la question de sélectionner quelques régions comme le Sud-Ouest. On voit bien que c'est rempli de vaccins. Ça peut devenir intéressant et se focaliser que là-dessus. Hein. Ça peut être une idée, c'est vrai. Après, il faut comme on a 1000 patients, on passe sur toute la France. Donc, si on prend un petit territoire, on baisse rapidement sur un plus petit. On n'aura pas beaucoup de volume de données, quoi. Mais bon, ça peut être intéressant. Et puis un dernier commentaire, donc c'est d'Aurélia qui souligne le fait qu'on pourrait à terme faire un lien entre ces dossiers et les plateformes génomiques par rapport à cette problématique d'impasse diagnostique, en tout cas d'être sûr qu'il n'y ait pas de patients, je pense que ce que se dit Aurélia, qui reste dans cette impasse diagnostique. Oui. Voilà, donc je pense qu'on va devoir avancer et donc justement pour essayer d'aller vers une certaine exhaustivité, je ne sais pas si mes diapositives apparaissent, pour aller vers une certaine exhaustivité, c'est d'avoir pouvoir mettre en place un réseau de tech et d'art qui soit suffisamment répandu sur le territoire de façon à ce que l'ensemble des centres de compétences puissent, et qui n'ont pas encore, qui n'ont pas de moyens d'une part et qui n'ont pas encore la possibilité de renseigner correctement Bamara, puissent le faire en attendant le déploiement de l'interface dont nous a parlé Arnaud tout à l'heure entre les DPI et Bamara. Donc très rapidement, il y a eu un appel à projet pour les filières visant à essayer de voir comment on pouvait approcher cette problématique d'impasse et d'errance diagnostique. Et pour ce qui a concerné la filière orchide, on s'est positionné sur le point 3 que vous voyez en bas et qui est souligné en gras, c'était le renforcement et l'homogénéisation des règles de codage et de remplissage du set de données minimum. Et donc pour cela, encore faut-il avoir la possibilité de se connecter et de pouvoir faire l'implémentation de cette base de données. Et donc, et avec un point tout à fait important, ça a été souligné par une question tout à l'heure, c'est d'avoir un listing complet et bien homogénéiser les règles de codage. Et ça, c'est un point sur lequel il nous faudra être attentif. Donc, le point, c'est que nous avons, dans cet appel à projet, obtenu un financement de 130 000 €, qui sera bien évidemment pas suffisant si on veut avoir l'ambition de couvrir de façon aussi exhaustive que possible l'ensemble du territoire. Et donc, en regardant la répartition des centres de référence qui existent actuellement, des centres de compétences, on a pu discerner un certain nombre d'interrégions, Nord, Grand Ouest, Ouest, Normandie, Est, Sud-Est. Et si vous avez encore une fois en tête la carte que vous a montrée Hamza tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des zones qui ont la possibilité de remplir Bamara de façon plus satisfaisante et d'autres qui n'ont pas cette possibilité. Donc notre objectif, c'est de recruter, donc cette carte est préliminaire, hein, des contacts ont déjà commencé, mais ils vont bien sûr se confirmer. Et donc vous voyez en bleu
les zones qui sont les moins favorisées en termes de moyens visant à mettre en place la base de données Bambara. Donc, dans les prochaines semaines, Jennifer complétera la mise en place de ce réseau. Donc, ce sont des réseaux d'ARC et de tech. Pour un temps, donc il est difficile de dire exactement combien de temps on va pouvoir les recruter, mais ça ne sera pas 10 ans, ça c'est évident. On est entre au moins 1 an et on verra si on peut faire un peu plus. L'objectif, donc, à travers cette répartition de ce temps, c'est de permettre encore une fois aux différents services de néphrologie pédiatrique et de néphrologie pour adultes. Donc on est ambitieux, mais je crois qu'il faut l'être, puisqu'on sait que la charge de travail pour les uns comme pour les autres est importante sans moyens complémentaires. Donc encore une fois, en attendant cet interfaçage des pays Bambara, on souhaite que puisse être mis en place sur l'ensemble du territoire des moyens suffisants pour permettre de répondre aux questions qui ont été posées et à juste titre depuis le début de l'existence de la filière. C'est comment fait-on alors qu'on a déjà à peine les moyens personnel médical ou de secrétariat pour participer, pour comment dire, le soin, comment faire pour renseigner Bambara. On court chacun après le temps. Si on n'a pas de moyens, on ne le fera pas. C'est pas une mauvaise volonté, on ne pourra pas le faire. Donc là, on va mettre en place, alors selon les territoires et les distances entre les différents hôpitaux, il peut y avoir des différences, en particulier je pense au Grand Est, qui est à l'Est, pardon, où entre Reims, Nancy, Strasbourg et Besançon, il y a des distances importantes. Et donc, on va essayer de mettre le maximum de moyens avec cet argent obtenu lors de cet appel à projet, mais qui a un fusil à un coût a priori, hein, on ne sait pas s'il sera reproduit, et puis la réserve de la filière qui permet de compléter assez significativement ce déploiement. Voilà. Donc on reviendra vers vous, très rapidement, encore une fois, pour ce déploiement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir vous aider. Et quand on voit les centres concernés, qui sont des très gros centres, hein, qui prennent en charge de très nombreux patients, j'espère que dans quelques temps, d'ici 1 an ou 2, la carte que vous a montrée Hamza tout à l'heure aura changé de couleur et ce sera foncé sur l'ensemble du territoire.